Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. « 27 semaines plus 3 ». Tous les parents de Préma savent déjà de quoi il s'agit. Dans cet épisode, Caroline va nous parler de la naissance de son fils, son bébé plume. Le choc, les semaines de combat, mais aussi la nouvelle vie à 4. Cette jeune mère, douce et toujours positive, nous livre son histoire. Bonjour, je suis Caroline, la maman de Théa qui a 2 ans et demi et celle de Lou qui a 15 mois et qui est née très grand prématuré. On habite à Lyon. J'ai mis longtemps à me rendre compte que j'étais enceinte pour la seconde fois parce que je suis tombée enceinte sous stérilet. Donc, j'avais bien vu que j'avais un retard de règles, mais pour moi, le stérilet, c'était un des moyens de contraception les plus sûrs. Donc, vraiment, j'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être dû à une grossesse. Je me disais surtout que ma fille aînée avait 10 mois, qu'on venait de me poser un stérilet, justement, que j'allaitais encore et qu'il fallait un peu laisser du temps à mon corps pour que tout se remette en place. Donc, je ne pensais pas du tout être enceinte. Mais un matin, je me suis réveillée avec des nausées, sensation très, très bien connue de ma première grossesse. Donc, j'ai fait un test et qui s'est avéré positif. Donc, grosse surprise, mais chouette surprise, hein, parce qu'on a toujours voulu avoir plusieurs enfants. Pour moi, avoir un enfant unique, c'était pas concevable. En fait, je viens d'une famille nombreuse et vraiment, j'avais ce désir depuis toujours d'avoir au moins 2 enfants, voire plus. J'étais très, très contente malgré l'effet surprise. Par contre, une grossesse sous stérilet comporte des risques. Le premier, c'est de faire une grossesse extra-utérine. Donc, j'ai rapidement fait une échographie qui a confirmé que ce n'était pas le cas. Donc, on était soulagés. Par contre, il y avait quand même d'autres risques parce que si on garde le stérilet, il y a un risque de fissuration très prématurée de la poche des os. Mais si on l'enlève, il y a un risque de faire une fausse couche. Donc, j'ai vu plusieurs médecins. Ça a été un premier petit combat de savoir quoi faire de ce stérilet. Les médecins étaient quand même plutôt unanimes sur le fait qu'il fallait tenter de le retirer et prendre le risque de faire une fausse couche. Mais c'était moins dangereux pour eux que de poursuivre la grossesse sous stérilet. Mais ça a été très compliqué d'enlever ce stérilet qui était remonté. Enfin bon, ça a été un peu difficile. J'ai dû voir 3 médecins différents pour parvenir enfin à le retirer. Donc, on s'est projeté dans une vie à 4 uniquement après le retrait du stérilet. Et j'étais déjà enceinte d'un peu plus de 3 mois à ce moment-là. On me dit que du coup, ma grossesse n'est pas plus à risque qu'une autre. Donc, ça y est, on se dit, c'est bon, en avril, on sera 4, on peut se projeter. Maintenant, ça va bien se passer. Il n'y a plus de raison que ça se passe mal. Surtout que moi, ma première grossesse, elle s'est vraiment très, très bien passée. J'ai pas eu du tout de… Alors, j'ai eu des nausées, j'ai dû porter des bas de contention pendant 9 mois, mais j'ai adoré être enceinte. J'ai jamais eu de contraction avant le jour de mon accouchement. Et vraiment, c'est une période que j'ai adorée, quoi. C'était vraiment super chouette de sentir la vie grandir en moi et pas eu de problème particulier. Donc, je m'attendais à vivre une seconde grossesse pareille, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque rapidement après le retrait de mon stérilet, en fait, on commençait tout juste à se projeter et j'ai commencé à avoir des contractions quotidiennes, chose que du coup, je n'avais pas du tout vécue pour ma première grossesse. Et puis un soir, j'ai perdu du sang, pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'on s'inquiète et qu'on aille aux urgences. Donc, on a emmené ma fille chez mes parents pour qu'ils la gardent, parce que du coup, c'était le début de la nuit quand même. Et du coup, juste pour aller faire un contrôle. Contrôle qui s'est plutôt bien passé, hein, parce qu'on m'a laissé rentrer chez moi. En fait, les saignements ne provenaient pas du placenta, donc pour eux, c'était pas important. Enfin, pas grave en tout cas.
Et on m'a laissé rentrer chez moi avec un arrêt de travail, par contre. Sauf que mon répit a été de très courte durée parce que je me suis remis à perdre du sang et en beaucoup plus grosse quantité une semaine après. Donc, on retourne aux urgences en pleine nuit. On redépose ma fille chez mes parents. Et puis, en fait, sur le trajet, je me persuadais que ça allait être comme la première fois, en fait, qu'ils allaient me faire un petit contrôle et que tout irait bien, que ça proviendrait toujours pas du placenta et qu'on me laisserait rentrer chez moi. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour le coup. Là, ils m'ont dit non, mais votre col il bouge et puis il y a trop de sang, enfin on peut pas vous laisser rentrer chez vous. Et là, ça a vraiment été un coup dur parce que du coup, je savais pas pour combien de temps j'allais être hospitalisée. J'avais réveillé ma fille en pleine nuit pour l'emmener chez mes parents, mais ma fille, elle était encore toute petite, c'était un petit bébé. Et puis moi, je suis un petit peu une maman poule, donc j'avais jamais été séparée de ma fille aînée plus de 48 heures. Donc, être séparé parce qu'on est hospitalisé, c'est quand même bien plus difficile que d'être séparé parce qu'on la laisse pour partir en week-end en amoureux. Donc, gros coup dur de rester hospitalisé. En plus, on est en période Covid, donc aux urgences, ils me disent que je ne pourrais pas avoir de visite et donc potentiellement ne pas avoir ma fille. Un peu difficile, et puis surtout, je m'étais tellement dit que je rentrerais chez moi que c'est un gros coup dur de devoir rester là. Finalement, c'est une première hospitalisation qui n'est pas très longue. On me donne les premiers traitements pour stopper les contractions et on me laisse rentrer chez moi 4 jours plus tard. Par contre, je dois rester alitée, mais je suis quand même contente parce que je préfère être chez moi qu'à l'hôpital, toute seule, perfusée de partout et sans ma fille. Mon répit sera de nouveau de courte durée parce que c'est pareil, mes contractions ne s'arrêtent pas, je perds beaucoup trop de sang. Donc, je retourne une nouvelle fois aux urgences et cette fois-ci, ils me gardent pour de bon. On est le 18 décembre. Du coup, je ne savais pas au moment où j'arrive aux urgences que je ne ressortirais pas avant la naissance de mon fils. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, c'est l'approche de Noël. Je vois bien que je vais fêter Noël loin de ma fille. C'est son premier Noël, son premier Noël. Elle en a déjà fêté un, mais elle avait 3 mois. Donc, elle ne réalisait pas grand-chose. Moi, Noël, c'est une période que j'adore. Et là, du coup, je me dis que je vais être loin d'elle pour cette date qui était importante pour moi. Et je me disais, le premier Noël où elle allait réaliser un peu que c'était la fête, que c'était un moment sympa. Donc, un peu difficile pour le moral d'être à l'hôpital toute seule à cette période de l'année. Et en même temps, je me rassure aussi en me disant que je suis hospitalisée dans un hôpital de niveau 1, donc une toute petite maternité. Et que tant qu'il me garde là, en fait, le risque d'accoucher prématurément, il n'est pas si important que ça, quoi. Donc bon, je me dis que c'est pas facile pour le moral, mais qu'en même temps, il faut mieux être là et que mon bébé aille bien, et que tant que je suis là, ça va. Donc je pense vraiment avoir du temps devant moi. Sauf que c'est pas vraiment le cas, en fait, parce que je romps la poche des os en pleine nuit le 23 décembre. Et là, c'est un peu la panique quand même. On me transfère en urgence dans un hôpital de niveau 3. À ce moment-là, je suis enceinte de 26 semaines plus 5 jours. Et moi, je me dis que je vais devoir accoucher maintenant, en fait, parce que je ne savais pas que c'était possible de rester enceinte une fois la poche des os rompue. Parce que du coup, j'ai rompu complètement la poche des os et mon col est ouvert. Donc, mon bébé n'a plus du tout de liquide amniotique. Et pour moi, c'était... je ne pensais pas que c'était possible de rester enceinte comme ça. Et puis, pour ma première grossesse, j'ai rompu la poche des os et ma fille est née moins d'1 heure après. Donc là, j'imagine que ça va être la même chose. Et vraiment, j'étais pas prête, quoi. Je me dis que c'est beaucoup trop tôt et je pensais vraiment avoir du temps devant moi. Donc, j'arrive dans cet hôpital de niveau 3 et pour le coup, on me rassure, on me dit que c'est possible de rester enceinte encore, de tenir encore quelques jours, pourquoi pas quelques semaines. Avec des traitements, des antibiotiques pour limiter les infections. Enfin, il y a quand même plein de traitements autour, mais qu'en tout cas, c'est possible. Donc vraiment, ça me redonne de l'espoir de me dire, en fait, je sais que je me doute bien que je ne vais pas aller à terme, mais si c'est possible de gagner ne serait-ce qu'un jour ou deux, ce sera déjà une super belle victoire. Du coup, quand j'ai rompu la poche des os, j'ai appelé immédiatement mon mari. J'étais tellement en panique que je n'ai même pas réussi à lui dire quoi que ce soit, en fait. C'est une sage-femme qui a pris le relais pour lui expliquer. Je me rappelle, elle a commencé à lui dire votre bébé va bien, mais... Et après, elle est partie, j'entendais plus rien. Moi, j'étais je sais pas, mon esprit s'est évadé, je sais pas à quoi je pensais, mais en tout cas, j'ai pas été capable de lui dire de venir, mais il est arrivé tout de suite, hein. Il a laissé de nouveau ma fille à mes parents qui habitent pas tout près de la maternité.
Et, euh, et il est venu immédiatement parce que vraiment, on s'est dit que j'allais devoir accoucher tout de suite, quoi. Si, c'était une grosse montée de stress et moi, j'étais paniquée complètement à ce moment-là. Je me suis vraiment dit que mon bébé allait naître, alors que, en plus, les médecins, en fait, depuis plusieurs semaines, depuis mon hospitalisation, ils me disaient que ça serait bien de tenir jusqu'à 28 semaines. C'est gentil de dire ça, mais en fait, j'y peux rien, moi. Parce que 28 semaines, ça correspond à la fin du 6e mois de grossesse et c'est un stade hyper important dans la prématurité. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on passe de la très grande prématurité à la prématurité juste grande. Ça reste de la grande prématurité, mais plus extrême. Donc, les médecins me disaient que ça serait bien de tenir jusqu'à 28 semaines. Et là, je me suis dit, pour moi, j'allais vraiment y arriver, hein, parce que je ne pensais pas que j'allais accoucher aussi vite. En fait, j'avais des contractions tout le temps, mais j'en avais pas plus ce 23 décembre. Je sais pas pourquoi j'ai rompu la poche des os en pleine nuit. Il y avait aucun signe plus que la veille qui montrait que j'allais rompre la poche des os maintenant, quoi. Mes contractions n'étaient pas plus douloureuses. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Ça a été une grosse surprise et du coup une grosse panique en même temps. Donc, ça me rassure qu'on me dise que mon bébé peut finalement tenir encore un petit peu. Parce que moi, en tête, j'ai cette 28e semaine, le stade qu'il faut atteindre, que finalement, je ne vais pas atteindre, mais je ne le sais pas encore. Mais en tout cas, je me dis que chaque jour, ça sera quand même une grande victoire de tenir et qu'il reste un petit peu plus au chaud, quoi. Là, je suis quand même près des salles d'accouchement. Ils m'ont laissé 2 jours près des salles d'accouchement quand même, au cas où j'accouche avant d'aller en grossesse pathologique. Et du coup, il y a une pédiatre qui travaille en néonat qui est passée nous voir. Il y avait mon mari, pour nous dire qu'est-ce qui va se passer si j'accouche maintenant, donc 26 semaines plus 5 jours. Et le tableau qu'elle nous dresse est vraiment sombre, en fait. C'est tellement tôt que rien n'est terminé du développement de notre bébé. Tous ses organes sont encore immatures. C'est un peu un moment difficile quand même, où on se dit, ah ouais, faudrait mieux que j'accouche pas maintenant. Il n'y aura pas le choix, mais ouais, elle nous dresse un tableau vraiment sombre. Et il y a aussi un interne qui passe dans la même journée nous faire une estimation du poids. Et à ce stade-là, on estime que notre bébé pèse 850 grammes. Et là, je me rappelle que ce chiffre, il résonne dans ma tête et je me dis, waouh, 850 grammes, mais c'est vraiment minuscule. Donc, difficile moment. Mais finalement, du coup, je tiens quelques jours de plus. Et ces jours-là, ils sont précieux parce qu'après le passage de l'interne, je me dis vraiment, mais chaque heure de gagner, c'est déjà ça. Et alors, chaque jour de prix, c'est une grande victoire. Donc, je tiens 5 jours de plus parce que je vais accoucher à 27 semaines plus 3 jours. Et en fait, je le sais, j'ai vraiment un pressentiment. On est le lundi 27 décembre, je me rappelle très bien. Et en allant me coucher, donc je suis toute seule à la maternité parce que mon mari rentre dormir, il passe ses journées avec moi, mais il rentre dormir avec notre fille. Et le soir, je lui ai dit, garde bien ton téléphone à côté de toi. J'ai un pressentiment, je sens que je vais accoucher cette nuit. Et ce pressentiment, il était tellement fort que j'ai pas voulu prendre un médicament. Tous les soirs, la sage-femme, elle me donnait un médicament pour m'aider à dormir. Et ce soir-là, je l'ai pas pris en me disant, mais en fait, il me shoot un peu ce médicament et j'ai besoin de force si jamais j'accouche cette nuit. Et je sentais vraiment que j'allais accoucher cette nuit. Donc, j'ai pas pris ce médicament. Et effectivement, mon pressentiment s'est avéré vrai, puisque du coup, c'est bien la nuit où j'ai accouché. Et je l'ai senti venir, donc mon mari a eu le temps de venir à la maternité. Et malgré le contexte, je garde un très, très bon souvenir de mon accouchement, parce que déjà, c'est une vraie victoire pour moi d'avoir tenu 5 jours de plus, parce que j'étais tellement persuadée que j'allais devoir accoucher le 23 décembre, que je suis très contente d'avoir gagné 5 jours. Et puis, je pense aussi énormément à une phrase que m'a dit ma grande sœur quelques jours avant, où elle me disait... j'imagine que c'est hyper difficile, que le contexte est compliqué, mais rappelle-toi que ça sera la première rencontre avec ton fils et que ça sera un moment unique que tu pourras jamais changer. Et je me suis répété ça en me disant, mais elle a raison, en fait, je vais rencontrer mon fils qu'une seule fois. La première fois, elle arrive qu'une seule fois. Et je veux en garder un bon souvenir. Donc, je veux en créer un bon souvenir, même si c'est beaucoup trop tôt et qu'effectivement, il aurait mieux fallu qu'il reste au chaud. Mais en fait, je le sens tellement venir, je savais que ça allait arriver à ce moment-là. Je ne peux pas dire que j'étais prête parce que je crois qu'on n'est jamais prêt à mettre au monde son bébé 14 semaines plus tôt que prévu. Mais en tout cas, je suis sereine. Et en plus, j'ai la chance d'accoucher par voie basse.
Et je sais que c'est pas le cas de nombreuses mamans qui accouchent prématurément. D'ailleurs, la pédiatre, lors de son passage, m'avait vraiment préparée à la césarienne d'urgence. Et pour moi, je pense que ça aurait été vraiment quelque chose de difficile à vivre parce que du coup, j'ai mis 3 mois à m'autoriser à me projeter dans une vie à 4 et puis 3 mois après, j'étais en salle d'accouchement. Donc pour moi, ma grossesse a duré 3 mois au lieu d'en durer 9 et c'était beaucoup trop court. Donc j'ai besoin, mais c'est vraiment un réel besoin de sentir ce qui se passe. Je veux même pas la péridurale, mais on me laisse pas le choix. On me la met parce que justement, au cas où je pars en césarienne d'urgence, il faut que j'ai une péridurale, mais elle fonctionne pas et ça me va parfaitement qu'elle fonctionne pas parce que j'ai besoin de sentir, en fait, j'ai envie d'être sûre que ce bébé qui va naître, c'est bien le mien, même si je l'ai pas porté très longtemps. Et que j'ai pas encore eu bien le temps de réaliser que notre famille allait s'agrandir. Mais en tout cas, j'ai besoin de sentir ce qui se passe. Donc, je suis ravie que la péridurale ne fonctionne pas et de sentir mes contractions et de le sentir descendre. Et finalement, c'est un accouchement qui va se passer très, très vite parce que du coup, Lou, notre fils est tout petit, donc forcément, ça sort plus rapidement qu'un bébé qui fait 4 kilos. Donc, ça va très vite. Et Lou pleure en sortant et ça, c'était inespéré. Je m'étais même pas imaginé que c'était possible qu'un bébé qui naisse aussi tôt ait la force de pleurer et ça me fait un bien fou d'entendre ces minuscules tout petits cris, mais je me dis: «Waouh, s'il crie, c'est qu'en fait, il est vivant et c'est bien mon fils et je viens de le mettre au monde et bon, c'est trop tôt certes, mais au moins il vit» et vraiment, mais c'est un soulagement, Donc cet accouchement se passe très bien, malgré le fait que du coup, forcément, il l'emmène, directement en réanimation. Donc j'ai pas le temps de le prendre, sur, moi. J'ai à peine le temps de l'apercevoir, mais quand même, sur le coup, il me paraît même pas si petit que ça. Donc je suis contente de l'avoir vu. Et puis après, je suis restée 2 heures, allongée toute seule, non, enfin avec mon mari quand même un petit moment, allongée dans cette, salle d'accouchement. Et à l'avance, pendant mon hospitalisation, j'avais vachement appréhendé ce moment, à me dire, «Mais normalement, quand on accouche, en fait, son bébé, on l'a en peau à peau sur soi, c'est un chouette moment». Et là, je me disais enfin, je savais, en fait, qu'on allait me l'enlever, directement, hein. On m'avait prévenue, de toute façon, il avait besoin d'aller en réanimation et je me disais: «Mais ça va être horrible, je vais me retrouver toute seule, je suis sûre que je vais pleurer, je vais être triste». Et en fait, étonnamment, pas du tout. Je pense que j'ai un trop plein d'hormones, où en fait, je me sens vraiment très, très bien. Alors, c'est étrange, hein, parce que je viens de mettre au monde mon bébé bien trop tôt. On vient de l'emmener en réanimation. Je crois que j'ai pas encore du tout saisi à ce moment-là, l'ampleur de et la gravité de la situation. Mais en tout cas, je me sens bien. Je regarde, une infirmière a fait 2 photos de Lou sur mon téléphone et je les regarde pendant 2 heures, je regarde mes 2 photos et vraiment, ouais, ça va bien, quoi. Ensuite, quand même, une fois qu'on m'autorise à me relever j'ai envie d'aller le voir forcément. Donc on part avec mon mari, on est tous les 2 dans cet hôpital qui est immense. On est en plein milieu de la nuit parce que j'ai accouché à 1h47 et on part à la recherche du service de réanimation. On s'est complètement perdu dans cet hôpital. Je marche beaucoup trop longtemps pour, quelqu'un qui vient d'accoucher, mais je crois que j'ai pas bien réalisé encore quand même que mon corps vient d'accoucher et on arrive finalement à ce service de réanimation et là, c'est dur. Là, je prends conscience en fait que c'est le début d'un long parcours du combattant. Parce que du coup, on arrive dans une pièce où sont installés 6 autres bébés en plus que Lou. C'est le plein milieu de la nuit. Et pourtant, le service est hyper bruyant. En fait, il y a des machines, qui sonnent de partout. Il y a une dizaine de médecins qui sont affairés autour de Lou à faire, plein de choses que je comprends pas à ce moment-là. Et puis surtout, Lou, qui m'avait pas paru si petit que ça, en sortant, me paraît d'un coup minuscule. Il a disparu, mais complètement, dans cette immense couveuse, parce que la couveuse me paraît immense à côté de sa taille, parce qu'il fait 1 kilo. Je ne sais pas si je l'ai précisé. 1 kilo, c'est pas si petit que ça, hein, pour naître à 27 semaines plus 3 jours. Il aurait pu être encore plus petit et par rapport aux 850 grammes qu'on m'avait annoncé, finalement, c'est une super bonne nouvelle, hein, c'est toujours 150 grammes de force en plus, mais 1 kilo, ça reste tout petit. 1 kilo, c'est un paquet de riz, quoi, donc c'est vraiment minuscule
Et puis, il a disparu sous des fils, des cathéters, une couche qui est 10 fois trop grande pour lui. Là, je crois que mon cerveau décroche complètement, je comprends plus rien à ce qui se passe et j'ai fait un malaise, je me suis évanouie à côté de sa couveuse. Heureusement, il y avait 10 médecins, du coup, il y en a quelques-uns qui ont pu s'occuper de moi au passage. Mais ouais, je crois que les premiers pas en réa, on les oublie pas. En fait, c'est un monde tellement à part qu'on n'a pas du tout imaginé et tant mieux, en même temps, il faut mieux pas s'imaginer ça avant d'accoucher. Mais, mais c'est quand même un monde, enfin voilà, on n'imagine pas ce que c'est la réa. Et là, c'est un coup dur de débarquer au milieu de cette nuit et de voir mon tout petit bébé sous cette couveuse et entouré de tellement de médecins, tellement de bruit, alors qu'on est en plein milieu de la nuit. Voilà, je prends conscience du début du parcours du combattant, qui commence seulement. Ensuite, j'ai quitté la maternité très tôt. En fait, j'ai demandé à partir le plus tôt possible. Pour moi, c'était beaucoup trop difficile de rester dans une chambre de maternité parce que du coup, on passe du service de grossesse pathologique au service de maternité. Donc, on se retrouve dans une chambre avec les bébés des autres qui pleurent en plein milieu de la nuit, alors que le nôtre est si loin de nous. Et ça, vraiment, je trouve ça trop dur. Donc, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de revoir mon premier bébé, Mathéa, que j'ai pas vu depuis une semaine. Et ça me paraît beaucoup trop long, une semaine loin d'elle. Je sais qu'elle va nous aider à traverser tout ça parce que c'est un vrai petit rayon de soleil, notre fille. Donc vraiment, j'avais trop besoin de sortir de l'hôpital et je sors de la maternité, du coup, 2 jours après avoir accouché, le 30 décembre. Donc ensuite, il faut trouver un nouveau rythme parce que du coup, c'est des allers-retours quotidiens à l'hôpital, c'est des tirages de lait toutes les 3 heures au début pour pouvoir espérer un jour mettre en place un allaitement, un vrai allaitement. Et puis surtout, pour moi, le plus difficile, c'est de partager mon temps entre mes 2 enfants, qui sont encore tout petits, parce que du coup, ma fille est née à 14 mois, enfin 15 mois à la naissance de Lou. Donc elle a encore bien besoin de nous et en même temps, Lou aussi, quoi. Donc on partage notre vie entre l'hôpital, qui devient un peu notre maison, et la maison quand on n'est pas à l'hôpital, pour qu'il y ait toujours un des 2 parents, avec un de nos 2 enfants, quoi. On plonge dans un monde complètement parallèle, je trouve. Notre vie d'avant, me paraît à des années-lumière. Mon travail, alors n'en parlons pas. Ouais, on voit plus, enfin oui, notre vie, est complètement chamboulée. On fait plus d'activités, on voit plus grand monde, vu qu'on passe, notre vie entre l'hôpital et chez nous. Et puis du coup, j'essaye de mettre en place, un allaitement, enfin en tout cas un tire-allaitement, parce que j'ai vraiment l'espoir de pouvoir allaiter exclusivement mon fils à la sortie. En fait, quand on m'a dit, enfin quand la pédiatre est passée et que j'ai compris que j'allais pas, enfin que j'avais pas le choix, que j'allais accoucher prématurément, je me suis dit que j'allais devoir faire le deuil de l'allaitement. Parce que pour moi, c'était pas imaginable qu'un enfant aussi petit ait un jour la force de téter. Et en fait, les bébés nés prématurément, ils sont vraiment surprenants. Il faut juste leur laisser du temps. Mais vraiment, enfin, moi, je suis admirative de leur force et de leur capacité et de tous les apprentissages qu'ils arrivent à faire, parce qu'un bébé né aussitôt peut arriver à téter. Et quand je comprends ça, mais je me dis qu'il faut rien que je lâche, que de toute façon, l'allaitement, c'est la seule chose que je peux faire pour Lou, à ce moment-là, parce qu'en fait, je peux rien faire d'autre. Je peux même pas le prendre dans ses bras, dans mes bras. Au début, il peut pas sortir de sa couveuse les 2 premiers jours. Donc, je me dis: «Bah, faut que je réussisse à mettre en place cet allaitement». J'ai allaité 1 an ma fille et j'ai arrêté, 4 mois avant la naissance de Lou. Donc je me dis que, enfin, au début, je me dis que ça va être compliqué, que je vois pas comment le lait va, enfin, que je vais avoir une montée de lait sans pouvoir serrer mon fils, contre moi, sans, enfin, voilà, je me dis vraiment que ça va être compliqué et en fait, le lait revient très vite, mais je crois que c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'allaiter longtemps ma fille aînée et que du coup, c'est revenu très facilement et ça me soulage de voir, les premières gouttes de colostrum sortir. Vraiment, je suis trop contente de me dire: «Bah, au moins ça, je peux le faire pour mon fils» et l'allaitement, enfin, surtout pour un bébé né aussitôt, c'est vraiment hyper important, de toute façon, c'est la seule alimentation qu'on donne aux bébés nés aussi prématurément. Si la maman ne veut pas ou ne peut pas tirer son lait, on donne du don de lait de maman allaitante. Donc moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur, de pouvoir, allaiter mon fils et je suis trop contente de voir que ça marche. Alors même si le fait de de tire-allaiter n'a absolument rien à voir avec le fait d'allaiter son enfant et qu'il faut vraiment s'accrocher, je trouve, pour commencer son allaitement comme ça. Parce qu'il faut se réveiller toutes les 3 heures par une alarme, pour rejoindre son tire-lait au lieu de se serrer son enfant
contre soi. Il y a des stérilisations à faire. Enfin, c'est quand même très, très contraignant, mais c'est pas grave. Enfin, vraiment, je m'accroche à ça, et ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, je suis trop contente de voir que ça marche et je lâche jamais. Enfin, je garde toujours espoir qu'un jour, Lou pourra téter, et je me raccroche à ça. Lou va être hospitalisé 10 semaines du coup. Donc pendant 72 jours, c'est plusieurs services, hein. Il a fait de la réanimation, puis des soins intensifs avant de rejoindre la néonate. C'est des examens quotidiens faits par, enfin, ou presque en tout cas, avec des bonnes et parfois des mauvaises, voire très mauvaises nouvelles. C'est long, hein. Enfin, c'est sûr que c'est. En fait, il a tellement de choses à apprendre. Il faut qu'il apprenne à respirer tout seul. Ensuite, il faut qu'il apprenne à se nourrir tout seul. Euh, donc c'est un vrai combat du quotidien, quoi, vraiment. On est transféré d'hôpital au milieu du parcours, enfin au bout d'un mois d'hospitalisation, parce qu'il n'y a plus assez de place dans l'hôpital où on est. Alors en soi, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que du coup, on est transféré dans un hôpital de niveau 2B, donc un niveau inférieur. Ça veut dire que Lou n'a plus besoin des soins dispensés par un hôpital de niveau 3. Et en même temps, sur le coup, l'annonce nous paraît difficile parce que du coup, on est dans un monde complètement parallèle, qu'on vient enfin de reprendre nos repères dans cette nouvelle vie. On commence à connaître d'autres parents, à connaître l'équipe, on a un suivi régulier par la psy du service et il faut recommencer tout ça ailleurs. Donc sur le coup, pour moi, ça me paraît pas une bonne nouvelle. Et en fait, finalement, je crois que ça en était une parce que l'hôpital dans lequel on arrive est bien plus petit et du coup, il y a beaucoup moins d'angoisse. En fait, il y a plus de réanimation et vraiment, je trouve que ça change tout dans un hôpital parce que la réa, c'est vraiment beaucoup de stress. C'est des parents qui parfois rentrent pas avec leur bébé, malheureusement. Et du coup, mine de rien, le fait qu'il n'y ait plus ça, il y a vraiment beaucoup moins d'angoisse. Donc là, on va rencontrer des parents avec qui on a tissé des liens vraiment très, très, très forts et avec qui on est encore amis aujourd'hui. Et au final, c'est chouette parce qu'on s'entraide et on ne se sent pas seul. C'est hyper important, en fait, je trouve, de rencontrer des belles personnes comme ça qui vivent le même combat que le nôtre. De toute façon, globalement, tout au long de l'hospitalisation de Lou, j'ai vraiment essayé de rester positive. Alors en fait, je ne sais pas si j'ai essayé de l'être ou si je l'ai été juste parce que c'était notre moyen de protection, en fait, de rester positive et de se dire que ça irait bien. Mon mari était un peu pareil. En fait, c'est bien plus tard que j'ai réalisé tout le parcours et tout le chemin parcouru, quoi. Sur le coup, je ne me rends pas compte de tout ce qui se passe, je crois. J'essaye vraiment de rester positive et de voir le bon côté des choses parce que c'est ce qui me fait tenir. Donc, enfin, je cherche des points positifs. Je me dis que c'est super que grâce au tir-allaitement, j'arrive à tirer beaucoup trop de lait et du coup, que je peux en donner. Je vais donner 53 litres de lait pendant l'hospitalisation de Lou au lactarium de Lyon. Et je me dis que ça va permettre à d'autres bébés nés prématurément qui en ont besoin d'avoir du lait et que c'est nécessaire pour eux. En fait, le don de lait comme le don de sang, ça sauve des vies et on n'en parle pas du tout assez, je trouve. Donc voilà, sur des petits trucs comme ça, je me dis, mais en fait, c'est super, ça c'est quelque chose que je n'avais pas pensé pour l'allaitement quand j'allais TTA, alors qu'en fait, j'aurais pu déjà donner mon lait à l'époque et je ne l'ai pas fait. Et en fait, je suis contente de le faire pendant l'hospitalisation de Lou. C'est pareil, je me dis que faire du pot à pot, alors ok, c'est que enfin, c'est 3 heures par jour, c'est dans le contexte de l'hôpital, ce serait mieux si on était chez nous. Mais en même temps, si j'étais rentrée chez moi, je ne crois pas que j'aurais pris ce temps-là et qui est un temps vraiment très précieux et important. Mais avec une aînée qui a 14 mois, je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé le temps de faire 3 heures de pot à pot chaque jour avec mon fils. Donc voilà, j'essaie de m'accrocher à des petites victoires du quotidien et des tout petits points positifs, même si bien sûr, je préférerais être chez moi. Bien sûr, j'aurais mieux aimé que mon fils naisse à terme, mais je me raccroche à ça pour tenir en fait et me dire que ça va aller, quoi. Pendant toute l'hospitalisation de Lou, j'ai écrit. Moi, ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé en fait, de pouvoir déposer mots sur mes mots, de pouvoir déposer mes peurs, mes doutes, mes pleurs, mais aussi mes petites joies et mes tout petits bonheurs du quotidien parce qu'il y en a. Au début, je me dis que pour Lou, ça va être hyper important et qu'un jour, il aura probablement besoin de connaître son histoire. Et puis moi, j'ai fait partie
de ces mamans qui, pendant toute l'hospitalisation, j'ai eu besoin en fait de lire des témoignages, d'écouter des podcasts d'autres parents pour me dire qu'il y a une vie en dehors de l'hôpital et puis surtout que je suis pas seule en fait. Et en fait, on n'est pas seul parce que chaque année, il y a 60 000 bébés qui naissent prématurément. Mais voilà, j'ai eu besoin moi de me sentir moins seule. Et puis d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis restée très très amie avec des parents rencontrés en néonat. Et du coup, je me dis un petit peu ça en témoignant aujourd'hui que si mon histoire, elle peut permettre à des mamans de se sentir moins seules ou si elle peut permettre à une seule femme d'envisager de donner son lait, et ben le pari sera gagné parce qu'on n'est pas seul et que donner son lait, on n'en parle pas assez, mais vraiment, je trouve que c'est très, très important. Et puis, j'ai décidé aussi de rassembler toutes mes notes griffonnées du coup pendant cette hospitalisation pour en écrire un livre qui est publié, qui s'appelle Lettre à mon bébé plume, et qui pourra peut-être permettre, donc un livre que je vais offrir à plusieurs services de néonat et qui, j'espère, pourra un peu donner de l'espoir à tous ces parents pour qu'ils se disent qu'une vie nous attend en dehors de l'hôpital. Même si la prématurité va bien au-delà des portes de l'hôpital, il faut quand même l'avoir en tête. Mais la vie est quand même très, très chouette en dehors de l'hôpital et on s'en sort. Et on se remet de tout. Je veux bien en profiter pour remercier toutes les équipes qui interviennent en néonat des hôpitaux de la HFME de Lyon-Sud dans lesquels on a été hospitalisés. Et puis, bien sûr, notre entourage qui a été merveilleux. Vraiment, on a eu de la chance d'être soutenus, d'avoir des petits plats préparés maison chaque semaine, du relais pour garder notre fille. Et ça, si je peux donner des conseils à l'entourage de parents de préma qui sont hospitalisés, vraiment, c'est tout bête, mais de cuisiner des plats de temps en temps, de proposer de faire du ménage ou de gérer des lessives, voilà, c'est des petites choses du quotidien, mais qui parfois valent beaucoup et rendent le quotidien beaucoup plus doux pour les parents. Et c'est très important. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirant.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!